Vous êtes sur le point d'écouter le 46e épisode des Héros de la Vente avec Delphine de Bancast. Vous allez voir, Delphine a créé sa startup il y a 1 an pour aider les commerciaux à partager les bonnes pratiques via une plateforme. Donc vous verrez, c'est assez complémentaire de ce que je fais avec Vive sur l'entraînement des commerciaux. Donc Delphine a un super parcours dans les sales et va nous parler de culture de la vente dans cet épisode. N'hésitez pas à m'envoyer sur LinkedIn des idées d'invités, d'épisodes ou des recommandations. 46 épisodes, c'est pas mal. Il faut toujours essayer d'être créatif, d'améliorer son contenu. Donc, je suis preneur de vos feedbacks, de vos retours. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez un conseil sur votre développement commercial. On va bientôt publier un playbook de vente sur vive.fr, donc restez attentifs. En tout cas, je vous souhaite un super épisode avec Delphine. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Delphine Borner de Bancast. Delphine, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors Delphine, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et présenter ton parcours et bien sûr tes activités avec Bancast? Avec plaisir. Donc effectivement, je suis cofondatrice de Bancast, qui est une start-up de l'EdTech qu'on a créée avec mon associé Benjamin Arbeit et Florian aussi qui nous a rejoint pour le côté produit. Bancast, c'est un outil SaaS qui permet d'aider les managers à faire progresser leur équipe en continu, donc leur équipe commerciale. Sinon, au niveau de mon parcours, donc moi j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'EDEC et puis maintenant ça fait près de 10 ans que je travaille en sales en start-up. J'ai commencé chez Deezer, donc là c'était vraiment l'aventure, hein. C'était tout au début, on était je sais plus une vingtaine et puis quand je suis partie on était 80 et on a pour l'anecdote décroché le premier pays international avec le VP Sales de l'époque qui était l'Angleterre. D'ailleurs Delphine, tu m'as dit effectivement en off que tu as travaillé chez Deezer. Je me posais une question, les sales chez Deezer, ils démarchent quoi, des producteurs de musique, Alors en fait, il y a deux parties. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Il y avait la partie annonceurs qui font de la publicité sur Deezer pour faire le business model gratuit, en fait, qui permet d'écouter aux gens d'écouter de la musique gratuitement, mais en écoutant de temps en temps des annonces. Ouais. Donc, il y avait cette partie-là. Et puis, il y avait la partie sales, qui, par exemple, pour faire tout ce qui est partenariat, pour être embarqué dans des abonnements téléphoniques comme Orange ou dans tout ce qui est ordinateur, device dans les voitures aussi. Très bien. Ouais, donc plutôt du Samsung. Ouais, plutôt du sales enterprise auprès de grands comptes Oui. à l'international et en France. Ouais, tout à fait. Très bien. Et après, je sais qu'ils sont développés dans les restaurants aussi. Donc, il y a cette partie-là, restaurant, enfin tout ce qui est lieu public. Il y avait une offre spéciale. Ah ouais, ok. Ok, très intéressant. Ouais, super aventure. Et alors ensuite, j'ai rejoint G2 Mobility, qui est une start-up qui a été rachetée par Total dans le domaine de la mobilité électrique. Ouais. Donc, j'ai commencé en chef de projet. Et puis, finalement, j'ai spontanément créé des services en plus, en fait, des produits qui ont permis de faire 30% du chiffre d'affaires la première année que je suis arrivée. Donc là, les fondateurs m'ont dit, bon, attends, on va te passer au commerce. Oui. Donc c'est ça que j'avais la fibre commerciale. Ouais, c'est là où tu as apprécié la fonction et tu t'es lancé à fond dans cette fonction de commercial. Ouais, là, je savais vraiment que j'étais faite pour ça. Et donc, du coup, j'ai continué en business developer, moyen compte et puis ensuite grand compte. Et ensuite, j'ai rejoint Corp Academy, donc là, qui a été créé par des anciens de Google, notamment l'ancien directeur général de Google France. Et aussi des personnes issues de la French Tech. Donc, un trio d'entrepreneurs hyper intéressant. Et donc, Corp Academy s'est spécialisé dans la formation digitale, assez innovant. Et là, j'ai eu la chance de copiloter une équipe sales franco-suisse d'environ 10 personnes. Et donc, j'ai rencontré mon associé actuel, Benjamin, là-bas, qui au début était dans mon équipe et ensuite que j'ai décidé de faire monter parce qu'il avait les meilleurs résultats et donc c'est important de faire monter les meilleurs et surtout une équipe de 10 personnes, c'est bien d'avoir un bras droit et notamment pour les sujets formation parce que moi ça me tenait à cœur de faire progresser l'équipe en continu. Ouais, Corp Academy, je les ai côtoyés un peu sur des salons effectivement EdTech
Oui, À l'époque, ça se présentait comme le Netflix de l'éducation. Je ouais, sais, tout à fait. je sais Ouais, pas ouais, si bah, c'est toujours c'est le toujours cas. le cas. Toujours le cas, d'accord, ok. Ouais. Mais ils étaient vraiment pionniers. Ouais, c'était pionniers dans le domaine. Hein, donc on a appris plein de choses. C'était une belle expérience. Et la première année, en fait, on a fait 67% avec ma BU d'upsell sur les clients existants. Ah oui, Et on a décroché à peu près, enfin, pratiquement la moitié du nouveau chiffre d'affaires. Donc ensuite, j'ai récupéré tous les BizDev qu'on s'est concentré sur l'acquisition et que j'ai fait monter Benjamin. En fait. Donc là, on s'est dit, tous les deux, on arrive à faire des trucs, on est bien complémentaires, on a des bonnes compétences. La formation, c'est un secteur où il y a quelque chose à faire parce qu'on peut améliorer les façons de former en continu. Donc au niveau des méthodes, du contenu. Et donc voilà, c'était le bon moment. Tous les deux, on a la fibre entrepreneuriale. Donc c'était parti pour l'aventure Bancast. ouais, finalement, vous vous êtes dit, pourquoi pas nous? Effectivement, vous aviez la compétence de vente, qui est une compétence finalement fondamentale quand on lance une entreprise. Ouais. Et vous avez lancé Bancas, donc qui est sur à la fois la formation et notamment la formation des commerciaux. Et on a eu le temps d'échanger, hein, bien sûr, avant l'interview. Et c'est vrai que c'est un outil, bah, tu vas nous expliquer ce que fait Bandcast, mais c'est un outil qui est un peu dans la même lignée de ce que je fais avec Vive, de former des commerciaux via une plateforme. Donc, vas-y, je te laisse présenter Ouais. ton outil et après, on passera au sujet du jour. Donc, vas-y, je te laisse présenter Ça Bandcast. marche. Donc en fait, on est parti d'un constat dont vous êtes peut-être déjà au courant, qui est qu'on oublie 80% de ce qu'on apprend au bout d'une semaine. Donc c'est malheureux, hein, c'est terrible, mais c'est la réalité. Si vous pensez au dernier webinaire que vous avez vu, livre que vous avez lu, ou formation à laquelle vous avez assisté, en fait, c'est un vrai souci parce qu'avec le temps, on oublie. Ouais, c'est la Donc, fameuse courbe des bingos. ouais, exactement, exactement, c'est ça. Ouais, Donc, pour les managers, c'est un problème parce qu'ils investissent dans les formations. Donc, mettons, ouais, ils font une formation annuelle, hein, souvent. Ils se disent, ben voilà, finalement, j'ai investi, mais les pratiques, les habitudes reviennent vite. Et finalement, j'ai pas réussi à changer les habitudes de mes équipes. Et côté collaborateurs, c'est pareil, ils sont hyper contents d'avoir une formation, surtout que ça les valorise, enfin, quelque part, on mise sur eux. Mais ils reconnaissent eux-mêmes que en fait, ils ont du mal à avoir le déclic pour appliquer les méthodes, s'en souvenir et puis ensuite les appliquer et vraiment comprendre en fait au quotidien comment ils peuvent s'en servir. ouais, Voilà. Donc ça, c'était le premier constat. Et en plus de ça, c'est pas facile de fédérer une équipe, surtout qu'elle peut être dispersée géographiquement. Aussi, il y a une démocratisation du télétravail. Donc, c'est pas évident en fait quand les gens sont à distance de fédérer les équipes et de réussir à créer une vraie culture du partage au sein de cette équipe. Alors que pourtant, c'est ce qui permettrait de faire progresser en continu tous les membres de l'équipe. ouais. Donc souvent, oui. Je souris quand tu pitches Bancas parce que ça me rappelle effectivement quand j'ai créé Vive, je pitchais exactement comme ça Vive devant les premiers clients, les premiers investisseurs. C'est assez rigolo. Bah, non, mais on partage le même constat. Après, effectivement, on Ouais, n'y répond pas tout à fait, mais de la même façon. Mais c'est sûr que se former une fois dans l'année, ça ne marche pas. C'est au quotidien, il faut s'entraîner. Et toi, c'est tu ça. prends les métaphores du sport, et je suis complètement d'accord. Il faut s'entraîner pour être performant en fait sur la durée. Ouais, exactement. Mm. Donc, je ne sais pas si toi, dans ton entreprise, vous en faites, mais c'est vrai que souvent, du coup, il y a des sessions qui sont faites de partage de bonnes pratiques, Ouais, des sessions live, mais si tu n'étais pas à la session ou si souvent c'est pas formalisé, ben, en fait, les connaissances, elles tombent dans le buis. ouais. Et puis, bah, si tu essaies de les formaliser, en fait, souvent, dans les outils, c'est pas vraiment mis à jour. Au final, on redemande aux gens parce qu'on a du mal à trouver ce qu'on cherche. Ouais, exactement. Donc ouais, pour récapituler, après j'invite les auditeurs à regarder, à tester votre plateforme. Et en gros, tu es commercial ou directeur commercial, tu vas sur ta plateforme et tu vas retrouver des bonnes pratiques d'autres entreprises, mais aussi partager des bonnes pratiques de ton entreprise avec tes collègues, que ce soit en audio, en vidéo
Et du coup, est-ce que j'ai bien pitché Oui, le ouais, fait exactement, exactement. C'est vrai? En fait, dès que tu as l'occasion de faire progresser ton équipe, que ça soit en team meeting tous ensemble, que ça soit lors de la suite de bilan individuel ou pour onboarder un nouveau collaborateur, l'idée c'est de pouvoir en fait te servir de parcours qui sont construits avec des bonnes pratiques que nous on permet d'identifier en interne avec notre technologie, notre accompagnement, sachant que chaque collaborateur en fait peut avoir quelque chose enfin, est fort dans un sens sur une partie. Et aussi avec des bonnes pratiques que nous, on va chercher. Donc, on va chasser des commerciaux qui ont des beaux parcours et on va leur faire livrer leurs meilleures méthodes. Ils y trouvent leur compte aussi. Hein. Et donc, on va aussi faire une veille et notamment en venant prendre les meilleures parties de podcast et notamment les héros de la vente. Hein. Ouais, tu m'as demandé, effectivement, ouais. Voilà, où en fait on va prendre la meilleure partie et pouvoir la mettre les 2-3 minutes où il va y avoir des tips. Donc c'est dans un format plus adapté à la vie professionnelle et voilà, ça n'empêche pas d'écouter évidemment le podcast en entier parce que c'est super agréable, mais tu vas aussi pouvoir faire partager à tes équipes qui écoutaient peut-être pas forcément et les faire se demander comment ils peuvent s'améliorer en les inspirant en fait avec des gens qui le font. Ouais, finalement, Donc, tu mâches le boulot de veille sur différents médias. oui. Et ton objectif, c'est pour l'entreprise qui va utiliser ton outil, c'est vraiment de fédérer les commerciaux et de créer une culture sales dans la boîte pour faire progresser tout le monde. Voilà, Et, et du, exactement. et du coup, je me suis tendu une perche à moi-même pour introduire notre sujet du jour. Et toi, en fait, tu voulais nous parler justement de la culture de vente et notamment comment développer dans une entreprise sa culture de vente. Et donc, ma première question, c'est pourquoi tu as choisi ce sujet et pourquoi, selon toi, c'est important d'avoir une culture de vente dans une entreprise? Alors pour moi, c'est vraiment déterminant de développer sa force et sa culture de vente, déjà pour atteindre ses objectifs hein, quand on est sales, et donc pour réussir sa carrière, si on prend un peu de hauteur, mais aussi pour être épanoui au quotidien, parce que finalement, c'est quand tu es plus compétent que tu vas être fier de toi et que aussi tu vas être reconnu en fait par les autres. Donc Ouais, effectivement, il ne faut pas se laisser pourrir, il faut développer sa force et sa culture de vente en continu ouais, mais pour soi et pour son entreprise. c'est pas si facile du coup, hein, pour avoir été dans plusieurs entreprises. Ça se décrète pas comme ça se fait pas comme ça. Donc justement, l'objectif de ce podcast, c'est de donner aujourd'hui de donner des billes un peu sur comment instituer une culture de vente dans son entreprise. Et du coup, c'est toi qui vas nous donner quelques conseils là-dessus. Donc, Bah exactement, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand on change d'entreprise, des fois, qu'on a l'impression de beaucoup apprendre. ouais, Bah, pourtant, c'est dommage quand même de devoir attendre de changer d'entreprise pour beaucoup apprendre. Donc, c'est comment faire pour accélérer ça et pour pas forcément attendre ces moments-là pour développer ses connaissances. ouais. Donc, Euh, je te renvoie la question. Du coup, c'est quoi les premières étapes quand toi, tu es, par exemple, directeur commercial ou entrepreneur, chef d'entreprise, tu as envie que tes équipes soient finalement aient une forte culture de vente. Donc, comment tu te débrouilles pour mettre ça en place? hmm. C'est quoi les premières étapes finalement que toi, Alors, déjà, ce qui est ouais, important, en fait, ouais, c'est qu'il faut croiser les sources. Parce que souvent, quand on est manager, voilà, on dit, mais pourtant, je leur répète moi, en fait, toujours les mêmes choses et ils finissent pas par les appliquer. Mais s'ils n'entendent que d'une personne, ça sera toujours moins crédible que s'ils l'entendent d'autres sources. Donc ça, c'est un peu la responsabilité finalement du manager, c'est de réussir à ouvrir l'esprit de ses commerciaux en les faisant croiser les sources. d'accord. Euh, donc c'est bien d'entendre une fois les fondamentaux, c'est bien d'entendre une fois par manager, mais c'est pas suffisant. Il faut réussir à insuffler en fait cette culture d'en parler autour de soi, de générer du débat, de prendre part aussi au débat. Donc là, on a parlé des bingos, de la courbe de vie des bingos. On peut aussi parler du cône d'apprentissage de Dell, qui explique que en fait, tu peux retenir jusqu'à 9 fois plus d'informations à partir du moment où tu vas être actif dans l'apprentissage. Et Ouais. actif dans l'apprentissage, ça veut dire participer au débat, ça veut dire se projeter, donner son avis et même transmettre aussi ses propres connaissances. Donc en fait, le manager, il faut qu'il réussisse pour moi à créer ces moments-là où il va développer la curiosité.
de ses collaborateurs et se dire comment tous ensemble est-ce qu'on peut s'améliorer. Ouais, effectivement, si l'information est juste descendante, la personne qui reçoit cette information et qui va être passive, elle ne va rien finalement, elle va pas retenir grand-chose, c'est ce que tu disais au début. Et donc, l'idéal, c'est que l'information soit horizontale à 360 et que chacun se partage ses informations et ses connaissances. Exactement. En fait, l'erreur qui pourrait être faite, hein, c'est d'avoir un goulot d'étranglement au niveau du manager, Ouais. plutôt que le manager en fait responsabilise chacun et valorise aussi quelque part chacun en faisant bien comprendre à tout le monde que la connaissance peut venir de chacun. Ouais. Et ça, c'est pas facile parce que ça demande de lâcher prise du coup. Ouais, non, c'est Et pour facile à dire, mais à mettre en application, c'est pas si facile que ça. Ouais. c'est ça. Et finalement, quand on réfléchit, par exemple, tu vois les médecins, quand tu es médecin, tu apprends avec d'autres médecins. Ouais. Et ben, pour les commerciaux, pourquoi ça ne serait pas la même chose? En fait, il faut finalement les meilleurs conseils quand tu arrives vraiment à retenir, quand il y a une histoire d'un père qui va te raconter comment lui, il a fait pour effectivement mettre en pratique la méthode qu'il a entendue. Ouais. Et donc, voilà, c'est pareil que les médecins, il faut apprendre aussi avec ses pairs. Ouais, exactement. Donc c'est pour ça que effectivement j'ai créé ce podcast, mais aussi Vive. Et toi, j'imagine que c'est le même raisonnement qui t'a poussé à créer Bancast. Mais c'est pour finalement favoriser le partage de bonnes pratiques et rendre les commerciaux efficaces en partageant du contenu vidéo ou audio. Exactement, mais je pense qu'en plus, toutes les nouvelles générations, et avec l'arrivée des podcasts, on le voit bien, ont envie de partager. Ouais. Donc, c'est plus hyper descendant comme avant. Voilà, on a envie d'apprendre aussi des autres et de savoir vraiment comment les autres qui pratiquent au quotidien font. Ouais. Et donc, un autre conseil que je peux donner aussi, c'est du coup, pour un manager, de s'appuyer sur les passionnés. Donc déjà, soi-même être passionné, mais tout le monde n'est pas forcément passionné, mais aussi, du coup, s'appuyer sur ceux qui le sont. Donc les passionnés, ça va être ceux qui aiment en fait toujours apprendre, se renseigner sur les nouvelles modes, les nouvelles méthodes, donc en l'occurrence de vente. Et donc pour eux, en fait, ils comptent pas les heures. C'est comme quand on est passionné d'un loisir. En fait, on va toujours être super content d'apprendre une nouvelle technique, d'en savoir un petit peu plus. Ouais. Et donc en fait, eux, il faut réussir à les détecter et ensuite leur permettre de partager de manière même quasi autonome leur méthode de succès, leur avis sur l'actualité. Et en fait, on va se servir d'eux pour réussir à créer le débat avec les autres. Parce que sinon, c'est un peu énorme quand c'est toujours les mêmes qui parlent, ça peut aussi créer de la tension. Ouais. Donc, mais l'idée, c'est quand même de s'en servir pour ensuite que les autres ils soient aussi poussés à partager là-dessus. Et donc, c'est là, on parle de culture sales, même à la machine à café, en réunion, enfin voilà, vraiment se sentir autorisé et sentir que c'est la culture de l'entreprise de le faire. Et donc, il y en aura certains qui vont moins partager forcément, mais si au moins ils partagent un petit peu, voilà, on aura réussi en fait à créer cette dynamique sales dans l'entreprise. Donc suivre des sortes d'influenceurs dans la culture sales ou entrepreneuriale et afin de permettre d'échanger de manière régulière avec tes collègues sur telle nouvelle technique ou telle méthode de vente qui te permettent finalement de tester les choses et de progresser. Ouais, exactement. Il y a Ouais. Idriss Aberkan sur le sujet, qui est un essayiste et conférencier français, Ouais. qui explique ça. Donc, lui, c'est pas forcément par rapport aux sales, mais de manière générale, quand on est passionné, il faut s'appuyer sur les passionnés parce que c'est eux aussi qui permettent de transformer les organisations. Ouais. Je te poserai en fin d'épisode justement les influenceurs ou les gens que tu suis et notamment les contenus que tu suis. Ok. Ça fera partie des dernières questions. Du coup, tu m'as dit aussi avant l'interview que tu voulais donner des exemples. Donc, tu voulais t'appuyer sur des exemples en fait pour montrer comment construire cette culture sales. Est-ce que tu veux commencer à nous livrer un peu tes exemples? Oui. Ouais. Oui, parce que là, je vous ai expliqué un petit peu la théorie, mais en fait, concrètement, je vais prendre un exemple parce que j'ai réfléchi moi à, par exemple, bien qualifier, quand je qualifie bien une opportunité, donc maintenant c'est devenu un réflexe
avec Ouais, le temps, mais quel a été le cheminement pour que ça devienne une habitude, pour que ça devienne vraiment un réflexe. ok, Donc voilà, top. on peut prendre ça. C'est intéressant parce que j'ai fait des épisodes effectivement sur ce sujet, mais là, ce que tu vas faire, c'est nous expliquer ton cheminement pour que ça devienne un réflexe. Exactement. Et ce qui permet aussi de développer sa culture sales au passage. Donc, Ouais, double effet qui se coule. voilà. Donc, comme vous le savez, pour bien qualifier une opportunité, il faut identifier le besoin. Donc, où est-ce que l'interlocuteur en est maintenant le point A et où est-ce qu'il veut aller, le point B, où est-ce qu'on l'emmène. Mais il faut aussi bien voir s'il y a un budget d'allouer ou s'il va falloir le décrocher, si les décisionnaires ou non, et puis quel est le timing. Ouais. Donc voilà, ça je pense que tout le monde a à peu près ces bases-là. Donc moi, j'en ai entendu parler par exemple quand j'ai fait une formation CCS, Customer Centric Selling, où là en fait, l'approche est de dire qu'il faut s'assurer qu'on a bien un champion en face de soi. Donc c'est pas juste quelqu'un qui est là pour faire de la veille, pour s'occuper, c'est quelqu'un qui va Porter le défendre le projet. projet en interne. Ouais, Et donc, avec lui, on va identifier en fait la valeur qu'on lui apporte, mais surtout après, il va nous aider. Et donc, il faut réussir à lui faire dire qui sont les personnes à convaincre en interne de cette valeur pour avoir un consensus sur la valeur. Et puis ensuite, quelles sont les prochaines étapes? Donc, définir vraiment un calendrier. Et vraiment, donc c'est le calendrier. Donc, est-ce qu'on va faire un test avant de signer un gros contrat? Est-ce que on va devoir passer un contrat juridique? Est-ce qu'on va devoir être en relation aussi avec l'équipe technique pour se faire valider? Donc voilà, donc vraiment se mettre d'accord avec lui en fait sur toutes ces étapes. Et si ça on oublie de le faire, et ben après le projet n'avance pas aussi facilement que prévu. d'accord. Donc là, tu nous dis que suite à une formation, tu as pu mettre tes idées en place avec déjà une première méthode de vente. Donc Voilà. ça, c'était la première étape. Exactement. Mais après, encore faut-il s'en souvenir et puis que ça Ouais, devienne un réflexe. Et à cette étape-là, c'était peut-être pas forcément encore le cas. Et donc là, je vais vous donner un autre exemple. Donc, c'est une interview d'Alexandre Gutmann, donc une interview qu'on a fait sur Bancast, ouais, qui est directeur commercial chez SHL, ex-Gartner, Oracle, donc très beau parcours, et qui a réussi à avoir un taux de transfo de 50% de ses opportunités. Et donc lui, il explique en fait que on peut avoir un souci qui est d'être gentil, de nature gentille, donc qui est plutôt une qualité. Mais le problème, c'est que du coup, on va passer du temps avec les gens aussi qui sont gentils, naturellement, parce qu'on a l'impression qu'on s'entend bien et que c'est ce qui va le plus closer. ouais. Mais en fait, c'est pas forcément le cas. Et on peut passer à côté de projets qui ont beaucoup plus de chances de closer, alors que la personne était peut-être un petit peu moins, paraissait peut-être un petit peu moins gentille, entre guillemets. Voilà, donc en fait, il faut impérativement vérifier, c'est ce qu'il raconte dans l'interview, le budget, s'il y a déjà un budget alloué et s'il n'est pas déjà alloué, bah, est-ce que cette personne elle est capable d'aller chercher le budget et c'est quoi le plan d'action pour aller le chercher donc, concrètement. Est-ce que c'est le décisionnaire ou est-ce qu'il est capable, du coup, qui est le décisionnaire? Est-ce qu'il est capable d'influencer lui ce décisionnaire? Et puis surtout, est-ce qu'il y a une deadline? Et donc, si ces trois points sont pas réunis, du coup, c'est pas prio. D'accord. Ouais. Donc là, en gros, suite à ta formation, tu as recueilli cette interview qui t'a confirmé déjà ce que tu avais appris, mais en plus, tu as donné encore d'autres tips pour aller plus loin et notamment de ne pas t'arrêter, peut-être de ne pas trop sélectionner tes prospects ou tes interlocuteurs sur finalement le feeling que tu as avec eux, mais vraiment sur des faits objectifs. Ouais, exactement. Et lui, j'ai entendu aussi, grâce à ces interviews, parler d'outils qui permettent de traquer l'ouverture de doc. Donc, c'est-à-dire que tu finis ton rendez-vous et ton prospect te dit, bah, tiens, d'ailleurs, vous allez m'envoyer une présentation et comme ça, oui, oui, je vais regarder puis je vais essayer de convaincre en interne. Ouais, Et au final, bah, ça se trouve, la présentation, elle n'est pas du tout ouverte. Mais ça, t'en sais rien. Donc, toi, après, il te demande d'autres trucs, tu continues à envoyer, puis en fait, bon, c'est juste voilà, pour faire de la veille, mais il passe que 10 secondes sur la présentation, il la regarde pas plus d'une fois, enfin voilà. Et donc, en fait, le fait de pouvoir quand même savoir si ce que tu envoies, c'est vraiment utilisé, bah, c'est un énorme indicateur sur est-ce que
est-ce qu'effectivement, ça va être un deal qui va closer. Et donc, moi, maintenant, je le fais systématiquement. Et effectivement, en fait, tous les deals où les docs sont les plus ouverts, c'est les deals qui closent le plus. Et maintenant, je ne pourrais plus m'en passer. Donc, ouais, tu as plusieurs solutions technologiques qui te permettent de faire ça. J'avais reçu dans le podcast Sylvain Tillion qui a fondé Tilki, Oui. qui permet de faire ça. Tu en connais d'autres des outils je sais que... Oui, donc justement, Alexandre Gluckman, il citait Tilki aussi, c'est comme ça que Ouais, j'avais connu. Mais après, donc moi, on fait partie d'un club qui s'appelle les dirigeants commerciaux de France. ouais, Et effectivement, en échangeant avec les autres directeurs, donc j'ai entendu parler de Ted Chancel, qui fait aussi partie de ce groupe, oui, et qui permet aussi d'être alerté. Donc ça permet en fait de créer des présentations qui sont beaucoup plus modernes d'ailleurs que les PowerPoint. Ça te fait un peu oublier après les PowerPoint. Et surtout d'avoir tout un suivi de l'envoyer plus facilement à tes prospects et ensuite de recevoir des alertes quand c'est ouvert. ouais. Donc après, j'ai discuté, là on a mis en place HubSpot chez nous. J'ai discuté avec mon associé qui m'a dit qu'il y avait aussi une petite fonctionnalité qu'on pouvait utiliser sur le tracking. Donc voilà, après, c'est pas l'outil, il existe plein d'outils, mais en tout cas, dans la vente moderne, il faut savoir où on en est. Et du coup, c'est un état d'esprit et il faut effectivement utiliser ce genre d'outils. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Mm. Non, mais c'est très utile et même sur des mails, avoir des indicateurs si tes mails ont été lus, relus, etc. C'est vraiment utile pour relancer notamment tes interlocuteurs. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Donc Alors, ensuite, sur ton exemple 1 de qualification d'opportunité, on voit qu'effectivement, ta réflexion chemine et tu commences à, finalement, dans tes rendez-vous, tes interviews, avoir des rappels sur cette méthode de vente. Est-ce que tu as d'autres étapes dans ce cheminement? mm. Alors là, je vous donne quelques exemples. En fait, il y a eu plein d'occasions, je pense, dans Ouais, ces 10 dernières années où j'en ai entendu parler. Et puis, effectivement, mais là, je vous donne les plus récents que j'ai en tête. Et ce qui permet aussi d'entretenir le réflexe. Parce qu'en fait, si on n'en réentend pas parler, c'est vrai qu'on peut des fois oublier de demander le budget, de demander les prochaines dates. Donc, effectivement, c'est un cheminement continu. Je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là ou pas, mais en tout cas, c'est important, effectivement, de continuer à s'entretenir. Et notamment, j'avais écouté un podcast de Maxime Paris, de l'entreprise MyBizDev, qui était ouais, passé dans le podcast Dans l'arène de Gabriel Gorovitch. oui, je l'ai reçu aussi, Maxime. Ouais. Tu l'as reçu aussi, oui. Ouais. Et donc, oui, il donne des bonnes clés sur l'entretien de découverte en disant que c'est là que se joue finalement pas mal aussi du closing, parce que c'est pendant la découverte que tu anticipes les objections et que tu démines le terrain pour plus tard. Parce que si tu le fais pas maintenant, en fait, après, tu vas te faire ralentir par des objections ou perdre le deal à cause d'objections que tu n'avais pas anticipées. Et donc là, on retrouve bien en fait ces éléments, mais c'est dit différemment, qui est donc de bien comprendre en fait où tu mets les pieds. Donc depuis c'est la méthode BizDev parce que c'est le nom de son entreprise Oui. et MyBizDev. Et donc le P pour business. Donc là, ça va te permettre d'éviter l'objection qui arriverait plus tard de en fait j'ai pas de budget. Donc il faut vraiment prendre en fait s'il a bien un budget, si c'est important pour son business. Ensuite, tu as le I pour Identify Competitor. Donc, effectivement, ça, c'est aussi important de savoir où il en est. Est-ce qu'il a déjà une solution? Est-ce qu'il est en train de faire un benchmark avec d'autres solutions? Et là, il ne faut pas hésiter à poser la question d'ailleurs, est-ce que je fais, est-ce qu'il y a des points forts, des points à améliorer par rapport à votre benchmark là? Est-ce que vous avez vu de chez nous? Ça marche bien comme question. Parce que les gens se livrent en fait, faut les faire se livrer. Ouais. Et donc là, le I, ça permet effectivement d'éviter l'objection tes concurrents font mieux ou je suis déjà équipé. Oui, qui est une objection classique. Ouais. Voilà. Et ensuite, le Z pour The Champion. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vérifier que c'est le champion et que d'éviter l'objection, c'est pas moi qui m'en occupe. Au final, en fait, tu as passé du temps avec quelqu'un qui n'est pas la bonne personne. Ou alors tu travailles, puis finalement, il y en a un autre que tu n'avais pas convaincu qui va dire non, moi, je veux pas faire comme ça. Et puis le D pour le decision process, donc là pour éviter l'objection c'est pas moi qui décide, justement, donc ça rejoint un petit peu l'autre. Et enfin le E pour execution workflow,
Là, l'idée, c'est d'éviter l'objection «ça m'intéresse pas». Donc, il faut vraiment trouver des pains, en fait, hein, que ta solution permet de. C'est le fameux point B, hein, où est-ce qu'on t'emmène. Et puis, lever la volonté pour trouver la date de démarrage, pour éviter l'objection «en fait, c'est pas le bon moment». Voilà. Et en fait, si donc on retrouve bien les 4 points, le besoin, budget, décisionnaire, timing. Et si tu fais pas ça, ça sert à rien de passer 3 heures en démo. Limite, tu le mets pas dans le pipe en fait. Si tu sens qu'il y a rien de tout ça, voilà. Donc c'est hyper important quand on essaie de prioriser ces opportunités. Effectivement, c'est pour ça que je voulais prendre cet exemple parce que je pense que ça fait gagner beaucoup de temps ensuite. Et pour moi, clairement, c'est un réflexe maintenant et ça permet de gagner des deals. Voilà, la semaine dernière, j'étais en rendez-vous avec un grand groupe télécom. En fait, ce qui peut être pas mal pour détecter ces décisionnaires, c'est de lui demander à qui il est rattaché et puis ensuite de savoir si il va falloir convaincre cette personne ou pas. Et de savoir aussi s'il y a d'autres personnes de l'organisation à convaincre. Et il me dit, ah ben non, la seule personne à convaincre, c'est moi. Cela dit, il y a mon responsable formation qui s'occupe aussi du projet. Donc, en fait, il y a quand même un responsable formation à convaincre. Même si ça va sûrement être un influenceur. Et donc du coup, je lui demande, est-ce qu'on peut le rencontrer? Voilà. Et effectivement, la next step, là, ça va être de le rencontrer. Ouais, donc 2 personnes à convaincre pour un grand groupe télécom, ça va. Oui, je pense qu'il y en aura plus. Hein. Il y en aura plus. Ouais, sans doute, ouais, Voilà. sans doute. Donc là, effectivement, dans ton exemple, tu expliques que la théorie, finalement, ça met un petit peu de temps à l'acquérir et tu as eu plusieurs rappels, plusieurs méthodes de vente différentes pour que ça devienne un réflexe chez toi et que ta découverte, finalement, tu l'as améliorée au fur et à mesure de ton évolution, de ta carrière. Et aujourd'hui, bon, ça y est, tu l'as acquise, mais ça prend toujours un peu de temps. Finalement, c'est pour ça aussi qu'on voit que l'expérience dans la fonction commerciale, c'est important parce que tout ça, ça se fait au fur et à mesure avec des écoutes, des rencontres, des lectures et ton expérience de rendez-vous. Ouais. Exactement, mais du coup, l'idée, c'est qu'on peut réussir à accélérer ça, et Accélérer. notamment, il y a un enjeu de l'accélérer pour ces équipes, Ouais. en, en effectivement instaurant ce climat et les aidant en fait à avoir plus rapidement d'autres modèles, plutôt que d'attendre toute une carrière pour collecter toute la Ouais. palette de tips qui va permettre d'être performant. Ouais, mais c'est marrant, mais moi, tu vois, le fait d'avoir fait ce podcast, par exemple, j'ai l'impression en 1 an d'avoir beaucoup plus progressé qu'en 4 ans dans mes anciennes fonctions commerciales, par exemple. Ah carrément. Moi aussi, avec Bancast, clairement, Ouais, j'utilise quand même souvent des tips et même de tes podcasts. Hein. C'est clair. ouais. Donc c'est une bonne. Bon, après, c'est vrai que l'entrepreneuriat te fait aussi beaucoup progresser parce que tu es sur tous ces sujets. Oui, je suis d'accord. Ouais. Je suis Euh, d'accord. du coup, Delphine, tu voulais aussi nous donner un deuxième exemple sur notamment la recommandation. Oui. Tu peux nous en dire 2 mots? Alors, la recommandation, c'est aussi un thème que j'aime bien parce qu'en fait, c'est hyper puissant. Et moi, tu vois, dans une de mes précédentes boîtes, on se demandait en équipe justement, tiens, est-ce qu'on n'utiliserait pas davantage la recommandation pour acquérir des nouveaux clients? Et donc, avec toutes les personnes autour de la table, on s'était dit, on n'a qu'à essayer une offre de parrainage. Et en fait, je me rends compte maintenant avec le recul qu'on était hyper limité parce que c'est comme ça, quoi. Tu es limité par ta culture d'entreprise et ce que tu as déjà testé les uns et les autres autour de ta table dans l'entreprise. Et en fait, il y a plein d'autres façons que demander à ses clients existants une Oui. recommandation pour se faire recommander. Ouais. Voilà. Et donc c'est là où c'est intéressant de s'ouvrir un petit peu à toutes les méthodes qu'il y a. Par exemple, on a fait un workshop collaboratif où on met plusieurs des pairs, en fait, là en l'occurrence des directeurs commerciaux, et qui expliquaient comment ils utilisaient en fait la recommandation. Et donc il y en a un, Damien, top directeur commercial de la société Advance, qui m'expliquait que lui, dès le premier rendez-vous en fait avec son prospect, il n'hésite pas, et il encourage aussi ses équipes à le faire du coup, à demander à la fin une mise en relation. Même si la personne n'est pas encore cliente, en fait, tu peux quand même obtenir une mise en relation
par exemple, en disant, nous, on s'installe dans la région, parce que là, en l'occurrence, il ouvrait des nouveaux bureaux, et donc je cherche à mieux connaître l'écosystème. Est-ce que vous auriez des personnes qui font le même métier que vous, dans le même secteur que vous, de façon à ce que je puisse mieux connaître justement cet écosystème? Et en fait, la personne est super contente parce qu'elle se sent valorisée, puisqu'elle fait partie de cet écosystème qu'elle connaît. Et après, finalement, les gens, ils sont contents de rendre service. Et puis alors là, avec une petite touche d'humour, il dit bon, bah, si vous êtes d'accord, du coup, est-ce que vous, comme il nous reste un petit peu de temps en fin de rendez-vous, vous pourriez faire le mail tout de suite et me mettre en copie, comme ça, c'est fait. Voilà, et il obtient comme ça sa mise en relation. Et alors là, les taux de transfo pour l'acquisition de rendez-vous, donc il dit 8 à 9 fois sur 10, en fait, j'ai mon rendez-vous. Donc il le Ouais. fait tout le temps. Et ouais, c'est vrai Par... que on te le dit souvent, hein, dans les formations commerciales, recommandations, etc. Et au début, en fait, tu oublies, c'est-à-dire tu oublies de demander une recommandation à la fin des rendez-vous. Et d'où l'intérêt de s'entraîner, où nous, par exemple, tu vois, chez Vive, on enregistre les appels ou les rendez-vous, et on voit en fait que les recommandations sont faites, ou ne sont pas faites ou bien faites. Et en fait, au fur et à mesure de revoir tes vidéos, au final, ça va devenir un réflexe. Et à la Ouais. fin, tu te retrouves, bon, ça c'est un peu mon, je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, mais tu te retrouves en soirée à finalement à demander aux gens ce qu'ils font comme boulot et à tout moment de leur dire, ah, tu pourrais me mettre en relation avec Ben quelqu'un. oui, mais il faut. Mais les gens, ils sont contents de le faire. Ouais, Et ils sont contents de le faire. Et en fait, c'est vraiment la notion au-delà d'être. Parce qu'on dit souvent, il faut conseiller son client. Mais au-delà de conseiller, c'est aussi être dans la co-construction, être vraiment business partner et être sur un pied d'égalité avec son client. Enfin, en fait, l'idée, c'est de s'entraider. Et ouais. donc, si tu arrives à pas être trop dans cette relation hyper hiérarchique, fournisseur-client, mais que tu arrives finalement à créer une vraie relation où tu t'entraides, et ben en fait, la personne en face, en l'occurrence le client, il préfère aussi. Hein. Ouais, ça rejoint le fameux pay it forward de la Silicon Valley où on te dit d'être bienveillant avec les gens qui te demandent conseil ou de l'aide et de ne pas hésiter à donner. Et puis le karma va faire que souvent les gens vont te le rendre Oui. décuplé. Ah bah, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, ce que je viens de dire, ça marche dans les deux sens. Mm. Oui, c'est ça. Donc voilà, j'avais entendu ça aussi à une formation de Booster Academy que j'avais faite, où j'avais Ouais, entendu que 87% des acheteurs ont une bonne image des personnes des vendeurs qui leur sont recommandés de leur réseau. très bien. Bah, Booster, effectivement, on a accueilli Evelyne dans le podcast aussi, la fondatrice de Booster. Donc ça leur fera plaisir que tu les cites. Oui, bah oui, mais c'est parce que d'ailleurs j'avais écouté des petites vidéos parce qu'elle a fait toute une série de petites vidéos Ouais. donc, qui fait partie aussi comment développer sa culture de vente. Donc c'est des bonnes vidéos qu'ils ont fait Oui, pour progresser sur au-delà de YouTube, leur c'est ça? formation. Ouais, sur YouTube, We Do Ouais, Biz, je crois, oui, ouais, je les ai avec le vus. Ouais. partenaire We Do Biz. Ouais, Et qui a contribué à une époque à développer ma culture sales. et ouais, bien sûr, ouais. C'est vrai que sur YouTube aussi, on parle beaucoup de podcasts, mais sur YouTube, il y a beaucoup de choses. Euh, moi, Ouais. moi, j'aime bien la chaîne Winning by Design, bon, qui est très orientée SaaS, hein, mais là aussi, tu as beaucoup de choses sur la vente. Donc, bon, on passe là aussi D'accord, bah, j'irai voir. Ouais. ouais, on passe là aussi à ma prochaine question, en fait, qui est sur la partie contenu. Avant de passer à cette question, est-ce que Delphine, tu voulais rajouter quelque chose sur ce sujet de la culture sales? Est-ce que tu souhaites conclure ce sujet ou tu as d'autres choses à rajouter? Non, mais je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses, mais la vraie question après, c'est comment on fait en tant que manager pour réussir à faire un système efficace aussi, ou enfin déjà à faire un peu plus s'intéresser toute l'équipe à ces sujets-là, et puis après à le faire efficacement. Et donc c'est là où je pense que c'est aussi la responsabilité du manager, voilà, et tout en insufflant aussi ce côté responsabilisation à son équipe. Ouais, ouais. Donc, les managers ouais, ont beaucoup un état d'esprit en fait institué dans l'équipe. Oui. Et finalement aider, accompagner ces commerciaux à se forger cette culture sales. Et des fois, ça commence, comme tu le dis, hein, par exemple, à écouter un podcast.
le fait sur son temps de transport ou bon, en ce moment, tu me diras, c'est peut-être moins facile, mais en En se ces temps de préparant le Covid, matin, par exemple. voilà, on se prépare le matin. Ou en réunion d'équipe, tous ensemble. Voilà, petit bout par petit bout. Ouais, exactement. Donc justement, ça me tend la perche pour te poser la question. Toi, c'est quoi les contenus aujourd'hui que tu analyses, que tu écoutes ou que tu regardes sur la vente? Est-ce que tu as des choses à partager aux auditeurs? Alors, en termes de podcast, moi j'aime bien écouter les podcasts effectivement sur le temps de trajet ou le matin. J'écoute le tien déjà, évidemment. Ouais, Voilà, qui est vraiment super et c'est pour ça que t'es proposé aussi de l'utiliser sur Bandcast. Et donc, tu es OK pour ça. Donc, c'est top, voilà, d'avancer dans ce sens-là. Il y a aussi The Sales Game d'Éric Legloire. Alors, il a arrêté, mais voilà, il y a plein d'épisodes qui sont hyper intéressants. Qui est ouais, aussi, il a arrêté, mais il fait une newsletter, pareil, qui est très intéressante si vous souhaitez vous abonner. ouais, super newsletter. Et puis aussi un nouveau projet avec plein de petites vidéos Ah oui. ouais, où chacun explique sur son métier. On va en savoir plus parce que ça commence, mais à suivre en tout cas, affaire à suivre. Ouais. Voilà, après, donc, dans l'arène de Gabriel Gorovic et Grossmaker. Euh, voilà, il y a aussi Yann Leonardi que j'aime bien sur le Oui. marketing. Voilà, ça m'ouvre un peu l'esprit aussi sur le marketing. Ouais, qui est pas mal, effectivement, aussi, son métier. Ouais. Voilà. Ensuite, donc on a en livre, il y a un livre que j'ai bien aimé qui est Les 100 règles d'or du management de Richard Templar. Donc moi, ça a vraiment bien aidé. Et notamment, l'idée, en fait, c'est que le rôle du manager, c'est de faire évoluer ses équipes aussi dans leur carrière. Ouais. Donc, quelque part, tu passes un peu enfin, c'est pas un deal, mais tu essayes de comprendre quelles sont les aspirations de tes collaborateurs et ensuite, tu essayes de les aider à développer les compétences pour aller vers ce vers quoi ils veulent tendre. Et évidemment, les collaborateurs, ils sont beaucoup plus engagés quand tu les aides en fait à progresser dans leur carrière. Donc après, il faut vraiment le faire. Et voilà, moi, je l'ai fait aussi quand je pouvais, à plusieurs reprises. Si la personne joue le jeu, voilà, c'est un plaisir après. Et finalement, ils sont hyper reconnaissants et continuent à te suivre après dans le reste de tes expériences. Ouais. Ben, d'ailleurs, je le connaissais pas, tu vois, ce bouquin, donc je vais me le procurer. Ça a l'air intéressant. Ouais. On passe sur du management, ce qui est pas mal aussi, en Ouais. complément des bouquins de vente que je, que je lis chaque semaine. C'est au niveau du contenu, tu as d'autres choses? Oui, donc j'ai The Sales Acceleration Formula aussi que j'ai bien aimé, Oui. notamment sur la partie onboarding des collaborateurs. Ça m'avait marqué. En fait, quand tu arrives dans une boîte et que tu es onboardé par une seule personne qui est ton mentor, voilà, il y a des entreprises qui font ça. Le problème, c'est que tu peux te comparer du coup à cette personne alors que vous n'avez pas forcément les mêmes points forts. Et du coup, si toi, tu n'es pas aussi bon que lui dans le point fort que lui a, tu vas te rabaisser, tu vas dire, oh là là, mais j'y arriverai jamais. Et donc, en fait, il ne faut pas faire cette erreur. Il faut donner plusieurs exemples, donc soit plusieurs mentors, soit en tout cas plusieurs références pour justement pas tomber dans ce travers-là. Ok, donc être onboardé par plusieurs personnes de la Oui. boîte. Ok. Bah écoute, merci pour cet énième conseil. Du coup, est-ce que toi, tu as des outils ou des routines que tu utilises au quotidien pour être performante, pardon. Je pense que ce qui m'aide le plus en pro, c'est vraiment d'arriver le matin et de me dire c'est quoi mes trois prios de la journée. Donc Ouais, pour ça, j'utilise Trello. Après, il y a plein d'autres outils qui existent, hein, mais moi, je trouve que ça marche pas mal, c'est facile à utiliser. Et donc, en fait, je les mets, je surligne en jaune vraiment je mets en jaune les cartes, les trois cartes importantes que je veux avoir fait absolument dans la journée. Et en fait, ces cartes-là, j'essaie de les rattacher à ce qu'on appelle le master plan. Donc, c'est vraiment, donc ça, on s'est fait accompagner par Fly the Nest. Je ne sais pas si tu connais. non, non, non. Donc, qui est une entreprise qui accompagne les startups pour changer d'échelle. Et donc, c'était vraiment un top accompagnement où il t'aide à définir en fait ta vision court terme, moyen terme, long terme. Et il t'aide aussi à définir des objectifs et sous-objectifs pour y arriver. Et c'est assez D'accord. collaboratif, donc chacun peut participer, prendre des responsabilités justement pour tous ensemble réussir le plan. Et donc moi, en fait, mes cartes
et donc les priorités du matin, et j'essaie vraiment de les rattacher au master plan pour être sûr de faire avancer la vision globale. Ok, très intéressant. Voilà. Je mettrai dans les notes du podcast Fly the Nest pour Ouais. les gens qui veulent en savoir plus. Ça vaut le coup. Et puis, d'un point de vue perso, sinon, hein, donc là, on bascule un peu sur le perso, mais je pense que c'est important quand on est entrepreneur, quand on est sales, et même, je pense pour tous les métiers, d'essayer de bien manger, de bien manger sainement, voilà, donc en plus du sport, évidemment, mais pour se sentir bien dans la journée. Et du coup, moi, j'ai bien aimé Rutabago. Je sais pas si tu connais. Rutabago, non, je ne connais pas. Donc, il y a un système en fait de box que tu reçois toutes les semaines avec, Ouais. donc tu choisis le nombre de menus que tu veux pour le nombre de personnes que tu veux et qui va te livrer tous les ingrédients, donc en bio et pas mal local en plus, ils ont des partenariats avec les Biocop, etc. Et avec des fiches recettes. Donc en fait, toi, tu n'as Ah plus oui. qu'à cuisiner. Et puis, ils essayent de faire aussi pas trop de déchets voilà, dans les emballages et tout. Ils sont super bien aussi là-dessus. Donc Ouais. ça, franchement, ça m'a changé la vie parce que ça te permet, même si tu as des journées bien chargées, de manger sainement. Et puis aussi, voilà, c'est sympa à la maison. Ouais, j'ai mon petit frère qui fait ça, effectivement, il m'en a parlé, ouais. D'accord. Ah, il n'y a pas que, hein, il y a plein d'autres. Moi, c'est ce que j'ai testé et que j'ai adopté. Ouais, bah, ouais, à tester, ouais. Et tu m'entends, Delphine, toujours? Oui, oui, je t'entends. Ouais. Tu m'avais parlé aussi en off de batch cooking. Oui. Tu peux nous en dire deux Alors, mots? bah, je trouve ça intéressant aussi. En fait, l'idée, c'est de préparer, par exemple, le dimanche, tes recettes pour la semaine en découpant les ingrédients et en les mettant dans des Tupperware séparés que tu mets dans ton frigo. Ouais. Donc, tu fais le gros du truc le dimanche, par exemple, en écoutant des podcasts, voilà, ou en déconnectant à quelque chose. Et du coup, la semaine, tu n'as plus qu'à assembler les ingrédients, en cuisiner un petit peu, mais le gros du travail est fait. Donc ça, j'ai pas encore testé, mais j'aimerais bien aussi tester le concept. Alors, si tu veux un partage de bonnes pratiques, Oui, moi je l'ai testé en janvier. J'ai pris un bouquin sur du batch cooking végétarien, comme ça. Je me suis dit, tiens, testons aussi d'accord. un mois de végétarien. Et c'est vachement bien. Bon, il faut savoir que souvent ils te disent ça va te prendre 2 heures, mais souvent ça te prend 3 heures, voire 4 heures. Donc, il faut quand même être prêt D'accord. à consacrer une matinée ou une après-midi à la cuisine. Par contre, c'est vrai, une fois que c'est fait, toute la semaine, bah, tu as à manger dans le frigo. Et en général, tu as beaucoup à manger. Donc, c'est pas mal du tout. Mais tu vois, j'ai tenu un mois, j'ai réussi le truc. Et après, bon, je l'ai pas fait dans la longueur. Mais une fois de temps en temps, c'est pas mal. Ouais. Tu vois, une fois par mois, tu te consacres une après-midi à faire à manger. Et puis toute la semaine, tu as ta nourriture qui est faite. C'est Ouais, c'est pas mal. c'est pas mal. Mais moi, je trouve que ce qui est intéressant aussi, de toute façon, c'est de tester des nouvelles choses, de sortir un peu de sa zone de confort. Ouais. Voilà, et ça permet aussi de développer son agilité, donc dans sa vie pro comme dans sa vie perso. Et le batch cooking, voilà, ça en fait partie. Et après, tu as plein de trucs, quoi. Tu peux faire des stages de théâtre, un cours de dessin, mais en tout cas, essayer de sortir un peu de sa zone de confort. Donc, je trouve que ça permet aussi de s'améliorer, même si tu continues pas à faire toujours la même chose, en fait. Ouais, je suis bien d'accord. Ouais. Moi, j'ai ce truc des passions éphémères, c'est-à-dire je me lance dans des passions qui vont durer un mois et puis après, je change. Oui. Mais par exemple, moi, j'ai eu mon époque Miracle Morning. Je sais pas si tu en as Ah entendu oui, parler. ça, non, oui, je connais bien, mais j'ai jamais fait parce que j'ai besoin de dormir, moi, le matin. Voilà, bah, parce qu'effectivement, ça consiste en te lever tôt et puis le matin faire, je sais plus, 4 ou 5 activités, donc un peu de Ouais, sport, un peu de lecture, un peu de développement personnel voilà. Et finalement, même si j'ai fait ça quelques mois, même si maintenant je le fais plus, et ben je pense que ça m'a apporté des choses et que je suis aujourd'hui qui je suis parce que à un moment j'ai fait ça sur plusieurs mois. Donc ah ouais, voilà, toujours intéressant, même si il y a des choses qui ne s'ancrent pas dans la durée, ça apporte quand même. ouais. Bon, bah, très bien, Delphine, merci pour ces petits conseils de développement personnel. On va passer aux deux dernières questions. Est-ce que tu peux rapidement nous raconter une vente qui t'a marqué dans ta carrière et qui t'a fait progresser? Alors, je vais vous raconter une vente que j'ai faite sur un client du secteur cosmétique qui est à Toulouse, qui est dans ton coin. Ah ouais, ok. Voilà, quand j'étais chez G2 Mobility. Et voilà, quand j'ai réfléchi à quelle vente j'allais raconter, je me suis dit que c'était marrant parce que c'est une sorte de repêchage.
cette vente. Ouais. Alors, normalement, il ne faudrait pas en arriver là parce que normalement, justement, tu n'as pas besoin d'aller repêcher les affaires. Si tu as tout bien fait, voilà, normalement, tu n'as pas besoin de repêcher. Mais en même temps, c'est un apprentissage. Donc, je trouve ça pas mal aussi de vous en parler. Donc, j'ai été référencée dans un cahier des charges, justement grâce à de la recommandation. Et donc, en fait, c'était des entreprises qui me consultaient pour acheter mes produits pour le revendre ensuite au client. Parce que le client était OK pour avoir ce produit dans son cahier des charges grâce à cette recommandation. Donc, j'étais hyper contente et je m'étais dit, bon, ben voilà, je m'étais juste assurée que toutes les entreprises qui répondent me consultent bien. Mais je m'étais dit, c'est fait, la commande va tomber. Bon, j'avais quand même mis des petites alertes par rapport au timing pour vérifier. Et donc, à un moment, je vois que la commande, donc grâce à cette aide, tombe pas et j'appelle le maître d'heure en disant comment ça se fait que j'ai toujours pas eu la commande. Il me dit, ah ben non, mais finalement, c'est sorti du cahier des charges, c'est un projet à part parce qu'en fait, il y a un concurrent local qui est venu voir le client final et qui lui a proposé de plutôt faire son installation parce qu'il était spécialisé dans ça. Donc là, je me suis dit, bah non, là, je suis vraiment dégoûtée. Moi, je voulais vraiment je m'attendais à ce qu'elle tombe. Donc, je ne vais pas me laisser faire. Et du coup, j'ai directement contacté le client final, ce qui est quand même le mieux quand on peut. Et je suis allée le voir à Toulouse. Et donc, bon, déjà, j'ai créé du lien, ce qui est quand même important. Et j'ai aussi je lui ai un peu mis le doute, mais pour son bien. Donc ça, c'est une approche qui fonctionne plutôt bien, qui est donc pour tous vos projets, qui est de dire finalement à quoi est-ce qu'il faut que vous pensiez quand vous avez la responsabilité de faire ce type de projet qui vous a été confié. D'accord. Et donc moi, je savais que notamment, il faut penser à ce que donc le produit soit évolutif, là, dans mon cas. C'est-à-dire qu'un jour, il pourra changer de système de pilotage. C'est des bornes de recharge pour véhicules électriques. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, je lui ai mis tout là-dessus. Et il s'est dit, ah bah oui, effectivement, c'est peut-être un point en fait que je devrais vérifier si c'est un point important. Et donc, il a carrément fait un tableau comparatif où il a repris tous les points dont celui-là. Et il m'a montré avec les avantages et les inconvénients et qu'il a réalisé qu'effectivement, en fait, il y a quand même un risque que ça ne soit pas évolutif. Et donc, finalement, j'ai quand même gagné ce deal puisqu'il a pris nos produits. Ouais, donc, tu as utilisé le biais cognitif de la, comment on appelle ça, de la peur de perdre quelque chose, le biais cognitif de la perte, et qui est assez fort dans la vente. Hein. Oui, ouais, tout à Et, fait. Oui. ouais. Et donc, en quelques mots, ton apprentissage de cette expérience, c'était quoi? Mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Là, c'est pas parce que j'étais référencée que forcément ça allait aller jusqu'au bout. Il Ouais. faut toujours en fait donner des news pour être sûr d'avoir le dernier mot et que ce ne soit pas un concurrent en fait qui est le dernier mot. Parce que quand on n'a pas de son, pas de lumière, quand on donne pas de nuit, en fait, il peut se passer tout un autre scénario qu'on ne soupçonne pas. Ouais. Voilà, donc important de vraiment garder le lien tout au long du cycle de vente. Ouais, ça c'est souvent, hein, je pense, dans beaucoup d'affaires ou de deals, c'est souvent quelque chose qui pêche chez les commerciaux, effectivement, c'est d'oublier de faire la petite relance qui va bien, ou les relances. Souvent on dit que la vente, c'est souvent une dizaine d'actions, donc de relances pour arriver au deal, et c'est souvent ce qui pêche chez la majorité des commerciaux. Hein. Oui, tout à fait. Ok, ok, merci Delphine. Dernière question, hein. Si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, tu inviterais qui? Alors, je pourrais te conseiller Alexandre Gluckman, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Oui. Voilà, parce que oui, il m'a vraiment inspiré, notamment aussi sur toute la partie challenge, savoir challenger son client. Ouais. Et le fait que les points forts finalement que toi tu proposes, les points forts que tu connais de ta boîte, ça doit être aligné avec le besoin du client, avec le projet du client. Et sinon, voilà, si tu vois que ça perd l'ambition, si tu vois qu'il y a une décorrélation, soit tu arrives à faire changer le projet de ton client pour son bien, hein, toujours, soit s'il n'y a pas cette corrélation, en fait, c'est pas la peine. Voilà, et ça m'a beaucoup servi. Il y a un de mes derniers deals, notamment, où je sentais que le projet perdait d'ambition, qu'il y avait une décorrélation. J'ai préféré dire, peut-être que c'est pas la peine, en fait, qu'on continue, parce que j'ai l'impression que ça ne plaît plus autant que ce qu'on s'était dit au début, que c'est plus aussi pertinent que ce qu'on s'était dit. Là, le projet est un peu en train de changer, ça s'éloignait, nous, de nos points forts. Et puis, la personne peut se mettre à dire, non, mais en fait, ça a du sens, et effectivement,
c'est parce que je voulais dire, enfin, je t'ai laissé des mauvais signaux, mais en fait, j'ai vraiment envie qu'on fasse ce projet. Voilà, et finalement, ça a regagné en ambition, on l'a refait. Donc voilà, typiquement, c'est un conseil qui m'a inspiré. Je pense qu'il peut être intéressant à interviewer. Ok, bah écoute, tu vois, j'utilise en fin d'interview la recommandation. Exactement, ouais. Ça Bah, t'as bien raison. ça devient un automatisme. Du coup, je proposerai à Alexandre de passer dans le podcast si ça l'intéresse. En tout cas, Delphine, merci beaucoup pour ta dispo. On a eu quelques soucis techniques pour enregistrer ce podcast, mais on a finalement réussi. Et je crois que les outils de podcast et de visio en cette fin du mois d'août sont un peu fatigués. C'est ça. Bah, écoute, on te souhaite du coup une bonne aventure avec Bankcast. Je pense qu'on va faire des choses ensemble prochainement. Hein, donc, Oui. restez en ligne sur nos news. Je te souhaite plein de bonnes choses, Delphine, et surtout une bonne rentrée avec Bankcast en septembre. Ben, merci, pareil pour toi. Plein de bonnes choses pour les héros de la vente, pour Vive. Et puis, bonne vente à tous. Ouais, bonne vente à tous et à très bientôt alors. À bientôt. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!